Elle a bâti un empire mondial dans l'ombre. Pendant près de 5 décennies, Marjorie Rue a été le moteur invisible de l'ascension fulgurante d'André Rue, son épouse, son écrivaine, son manager, sa plus farouche protectrice. Ensemble, ils ont conquis le monde de la musique classique. Mais aujourd'hui, elle tire sa révérence. Après une dégradation tragique de la santé d'André, tout a basculé. Derrière les paillettes, quelque chose s'est brisé. Et tandis qu'André célèbre ses 75 ans de carrière, Marjorie se retire discrètement. Qu'est-il arrivé à celle qui était le pilier de leur empire? Tout a commencé à s'effondrer en 2012. Au sommet de sa gloire internationale, André Rieu, le roi des valses, n'avait pas l'intention de ralentir la cadence. Il remplissait les salles avec son orchestre Jan Strauss, voyageait d'un continent à l'autre et jonglait entre concerts. Émissions spéciales et apparitions médiatiques internationales sans jamais faiblir. Pendant des décennies, il a semblé intouchable. Ni maladie, ni retard. Pas même le décalage horaire ne pouvait l'arrêter. Mais en juillet 2010, quelque chose a basculé. En vacances en Belgique avec sa femme, Marjorie André s'est réveillée à 3 heures du matin et le monde autour de lui tournait. Au sens propre du terme. Le plafond se tordait, les murs s'inclinaient. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Trempé de sueur et pris de nausées, il ne tenait plus debout. Au début, il n'y prêta pas attention. C'était peut-être simplement de l'épuisement. Il avait travaillé d'arrache-pied, enchaînant les enregistrements en studio, les cours d'espagnol et les derniers préparatifs de tournée en une seule semaine. Il était même persuadé que rester de bonne humeur et productif pouvait le préserver de la maladie. Mais il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Au matin, les vertiges persistaient. Au contraire, ils s'étaient aggravés. Les médecins lui diagnostiquèrent une névrite vestibulaire, une infection virale qui affecte l'oreille interne et perturbe le nerf vestibulaire responsable de l'équilibre. Lorsqu'il s'enflamme, le cerveau reçoit des signaux contradictoires, provoquant des vertiges intenses, une désorientation et le mal des transports. Pour André, ce fut un coup dur. Il ne souffrait pas d'un simple vertige. Il était incapable de marcher droit de répéter, ni même de tenir son violon sans avoir l'impression que la pièce basculait. Et c'est là que la situation devint critique. Il avait un concert prévu la semaine suivante à Amsterdam. Un concert à guichette fermée devant 60 fans. Mais cette fois, pas de miracle. Son médecin lui dit que le seul traitement était le repos. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Non seulement pour André, mais aussi pour Marjorie. Marjorie Rue n'est pas seulement son épouse. Elle est la force tranquille qui soutient tout ce qu'il entreprend. Professeure de langue de profession et compositrice de talent. Elle est mariée à André depuis 1975. Cela représente plus de 40 ans de collaboration. Une collaboration non seulement amoureuse, mais aussi créative, pratique et émotionnelle. Pendant qu'André parcourt le monde, Marguerite gère les aspects commerciaux de l'Empire. Elle écrit, elle gère, elle protège son temps et son énergie. Mais en 2010, rien n'était prévu à cet effet. André a dû annuler sa tournée australienne puis ses concerts au Royaume-Uni. Il ne s'agissait pas de petits concerts locaux, mais de grands événements dans des stades générant des centaines d'emplois, équipes d'éclairage, musiciens, d'orchestres, régisseurs, équipes de transport. Au total, 120 personnes dépendaient de lui pour leur salaire. Ses charges mensuelles s'élevaient à plus de 825 livres, sans compter ses revenus personnels. Alors, lorsqu'il est tombé malade, ce n'était pas seulement une crise personnelle, mais une véritable tempête économique. Et Marjorie était au cœur de la tourmente. Depuis leur château du 15e siècle à Marie, un lieu dont André rêvait depuis son enfance, Marjorie a tenu bon. Elle a maintenu l'entreprise à flot. Elle s'occupait des communications. Et surtout, elle veillait à ce qu'André se concentre sur sa guérison même lorsqu'il voulait surmonter la maladie. Car il essayait vraiment. Il s'obstinait, demandait des médicaments, tentait de marcher, de s'entraîner, mais rien n'y faisait. Son corps refusait. C'est Marjorie qui le lui a rappelé. Ce n'était pas une épreuve de force, mais de survie. L'ironie. Cela survenait après des années où André se croyait immunisé contre le burn-out. Il était tellement convaincu que son esprit pouvait contrôler son corps, que la positivité seule pouvait le protéger de l'effondrement. Mais même l'artiste le plus passionné a ses limites. Et cette fois, il les a atteintes. Pendant 3 mois consécutifs. Il n'a pas pu partir en tournée. Il avait du mal à se lever.
Il avait honte comme s'il laissait tomber tout le monde. Il n'avait même plus l'énergie de jouer avec ses petits-enfants. À un moment donné, il a comparé sa transpiration constante à la ménopause. Il en plaisantait, mais la vérité était claire. Ce n'était pas qu'une simple otite. C'était un signal d'alarme. Les médecins ont fait des examens. Il a passé un scanner cérébral pour exclure une tumeur. Les résultats étaient normaux, mais la convalescence fut néanmoins éprouvante. Pas de médicaments, pas de traitement miracle, seulement de la rééducation de l'équilibre de la kinésithérapie et une série d'exercices fastidieux, mais indispensables. Se tenir sur une jambe, dessiner des 8 avec les pieds, bouger les yeux de gauche à droite et de haut en bas. Tous les jours, 3 fois par jour pendant une demi-heure. Lentement, douloureusement, cela a porté ses fruits. Mais même si André commençait à se rétablir physiquement, le fardeau émotionnel restait entier. La peur d'une rechute planait sur tout. La névrite vestibulaire a un taux de rechute d'environ 5%. Le stress est l'un des principaux facteurs déclencheurs. André a donc dû tout repenser, non seulement son emploi du temps, mais sa vie. C'est là que Marjorie est intervenue. Elle l'a aidé à dresser 2 listes. La première recensait tout ce qu'il aimait dans son travail, jouer de la musique, donner des concerts, enregistrer des albums. L'autre liste, c'était tout ce qui l'épuisait, réunions, négociations commerciales, conférences, événements presse, gestion des opérations. La deuxième liste était bien plus longue. Alors, ensemble, ils l'ont réduite. Ils ont allégé son emploi du temps. Ils ont revu ses priorités. Ils ont décidé que désormais, il se concentrerait uniquement sur la musique et que Marjorie le protégerait du reste. Cette décision n'était pas qu'une question de charge de travail, c'était une question de survie. André pouvait sembler invincible sur scène, mais Marjorie savait la vérité. Elle l'a vu au plus mal, en sueur à cause de la fièvre, cherchant son équilibre honteux, même d'aller aux toilettes. Et elle est restée à ses côtés, veillant à ce que personne ne voie à quel point il avait frôlé la rupture. Leur relation n'a jamais été une question d'apparence. Marjorie l'accompagne rarement au concert ou lors d'apparitions publiques. En fait, elle a même déclaré un jour qu'elle ne voulait pas être définie comme étant la femme d'André Rieu. Elle a sa propre identité, son propre travail, sa propre pensée. Mais dans des moments comme celui-ci, on perçoit la force qui se cache derrière les apparences. Ensemble, ils ont élevé 2 fils. Aujourd'hui, ils ont 5 petits-enfants. Ils vivent dans le château même où André prenait des leçons de piano lorsqu'il était enfant. Malgré la célébrité, le chaos, la musique et les projecteurs braqués sur lui, Marjorie a gardé les pieds sur terre, même quand le monde s'est mis à tourner. En 2013, André était de retour sur scène. Il s'est rétabli plus vite que prévu par les médecins. Les exercices oculaires, la thérapie et les changements de mode de vie ont contribué à le stabiliser. Mais la peur ne l'a jamais complètement quitté. Et pour Marjorie, le rôle a changé. Elle n'était plus seulement le soutien d'un musicien en tournée. Elle voyait l'homme qu'elle aimait atteindre ses limites et faisait tout son possible pour l'empêcher de craquer à nouveau. Alors quand les fans voient aujourd'hui André sourire, valser et diriger un orchestre de 60 musiciens, ils ne savent pas toujours ce qu'il faut pour que ce rêve perdure. Et ils ne voient certainement pas la femme qui, elle a contribué à maintenir le cap lorsque tout a commencé à s'effondrer. Mais Marjorie, elle est toujours là car ce n'était que le début. En 2017, André a dû faire face à une nouvelle prise de conscience brutale, l'obligeant à examiner de plus près sa santé, ses choix et ce qui comptait vraiment pour lui. Cette fois, la pression ne venait ni d'un virus ni d'une tournée annulée. Elle était intérieure. Après une deuxième alerte sanitaire majeure en quelques années seulement, André a compris qu'un changement radical s'imposait. Tournée incessante, gestion d'un orchestre de 60 musiciens, supervision de la logistique de production et satisfaction d'une base de fans internationale, la charge de travail s'accumulait rapidement. Son corps était à bout. Et cette fois, il a écouté son corps. Il a alors fait appel à des renforts, un entraîneur personnel, un nouveau régime alimentaire et une routine axée sur la force, l'endurance et un repos essentiel. Il ne s'agissait pas d'un caprice, mais d'une question de survie. Il a commencé à s'entraîner régulièrement, non seulement pour suivre le rythme effréné de son orchestre, mais aussi pour être sûr de ne pas s'effondrer sur scène. Son entraîneur a littéralement adapté ses repas, surveillé ses mouvements et l'a aidé à se reconstruire de l'intérieur. Et les résultats étaient indéniables. Il se sentait mieux, dormait plus profondément et était plus alerte. Mais ce n'était pas tout.
son orchestre inspiré par ce changement de chef d'orchestre, s'y est mis aussi. Bientôt, tout l'orchestre Johann Strauss était convaincu. Les musiciens réservaient des créneaux dans les salles de sport des hôtels, organisaient des cours de Zumba et s'inscrivaient même à des marathons pendant les tournées. L'ambiance en coulisses avait complètement changé. La santé est devenue une priorité et non plus une simple préoccupation secondaire. Si vous vous demandez comment un homme de plus de 70 ans peut assurer des concerts de 20 heures à minuit, traversant plusieurs fuseaux horaires pendant 5 ou 6 jours d'affilée, voici son secret, le repos, la discipline et le soutien d'une équipe qui le suit à la lettre. Aujourd'hui, André est très proche de ses proches. Il garde des photos de famille dans son étui à violon. Ses fils lui envoient des photos de leurs petits-enfants avant chaque concert. Il porte son alliance sur une chaîne et non à l'annulaire pour éviter tout accident sur scène. Ce ne sont pas de simples rituels, ce sont des points d'ancrage. Quand on voyage d'une ville à l'autre et qu'on se livre à cœur ouvert sous les projecteurs, de petits souvenirs du foyer permettent de garder les pieds sur terre. Et justement, en parlant de foyer, ce château à Maastricht, c'est bien plus qu'un symbole de réussite. C'est là que Marjorie attend, observant chaque représentation en coulisses, loin des caméras. Elle n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour avoir un impact. Pendant plus de 40 ans, elle a façonné chacun de ses choix en coulisses, rédigeant sa biographie, l'aidant à organiser ses concerts, gérant la logistique et veillant à ce qu'il se concentre sur l'essentiel. Leur relation est toujours animée par la même énergie qui les a unis dans les années 70. Elle était professeure de langue à Nijmegen. Il était le garçon qu'elle avait rencontré à la fête de fin d'année de sa sœur. Lorsqu'ils se sont retrouvés des années plus tard, ils n'ont pas perdu de temps. Leur idylle fut fulgurante, mais tout le monde n'était pas convaincu. Les parents d'André doutaient que Marguerite soit la personne idéale. Son esprit bohème contrastait avec leurs attentes strictes. Malgré tout, ils persévérèrent. Tous deux étaient issus de familles rigoureuses et avaient été élevés dans le respect du travail. Cette motivation devint le fondement de tout ce qu'ils construisirent. En 1978, André intégra l'orchestre symphonique Lindbergh et jouait dans le groupe de Gemma Serpent. À peu près au même moment, Marjorie apprit qu'elle était enceinte. Ils jonglaient entre la famille, l'enseignement, la musique et la recherche de concerts dans les maisons de retraite. Dire que leur quotidien était mouvementé serait un euphémisme. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Marjorie participait à la rédaction des textes entre les morceaux. Elle préparait les brochures. Elle tenait des stands lors d'événements pour programmer des concerts. À un moment donné, il donnait des concerts gratuits devant quelques dizaines de personnes dans de petites salles, tout en rêvant de théâtre et de tournées mondiales. Lorsque le succès est arrivé grâce à leur album de 1994, Strauss & Company, et au tube viral The Second Waltz, ce n'était pas de la chance. C'était des années de travail acharné. Pourtant, tout n'a pas été facile. Cette réplique du palais de Schönbrunn, construite en 2008, a failli les ruiner. Marguerite a passé des nuits blanches à voir l'argent s'envoler plus vite qu'il n'entrait. Mais elle est restée calme, méthodique et prudente. Leur fils Pierre a fini par rejoindre l'entreprise familiale, apportant une expertise commerciale précieuse qui contrebalançait la passion artistique d'André. Aujourd'hui encore, elle se tient à l'écart de la célébrité, pas de nouvelles photos, pas d'interviews publiques, sauf nécessité. Elle voyage sous son nom de jeune fille et évite d'être reconnue. Ce n'est pas de la timidité, c'est un choix délibéré. Tandis qu'André se fait plus présent au fil des tournées. Marguerite se fait plus discrète, créant un équilibre qui leur permet à tous deux de respirer. Chez lui, le rythme de vie d'André s'est ralenti. Il prépare le dîner, des repas bio soigneusement élaborés. Ils passent des moments de calme dans leur endroit préféré, l'orangerie. Conçu par André lui-même, ce jardin intérieur regorge de plantes exotiques, de papillons multicolores et de carpes koi qui glissent sous des fresques de style toscane. C'est son refuge après le tumulte des tournées. Et c'est là qu'ils se ressourcent avant leur prochaine grande aventure. Mais comment André a-t-il développé une telle détermination qui lui a appris à tout miser sur son rêve? Même lorsque tout semblait perdu d'avance, la réponse se trouve en un seul homme, son beau-père juif, qui a façonné son état d'esprit et qui détient peut-être le véritable secret de la réussite d'André Rieu. Edgar Coman n'était pas célèbre. Il ne montait pas sur scène et ne tenait pas de baguette. Mais son influence se faisait sentir dans chaque note jouée par André. Edgar était un survivant de l'Holocauste.
Son père a fui Berlin en 1932 pour se réfugier à Maastricht. 2 ans plus tard, le reste de la famille l'a rejoint. Edgar s'est caché pendant la guerre protégé par une jeune néerlandaise nommée Nelly, qui deviendra plus tard sa femme et la belle-mère d'André. Nelly a tout risqué. Elle rejoignit la résistance néerlandaise et aida des familles juives à survivre. Des années plus tard, une lettre d'une famille israélienne parvint à André, remerciant Nelly d'avoir sauvé la vie de leur grand-mère. Ce moment resta gravé dans sa mémoire non pas comme un lointain souvenir, mais comme un rappel de l'héritage auquel son mariage l'avait lié. Puis vint la collection de disques d'Edgar. Lorsqu'André épousa Marjorie en 1975, il ne se contenta pas d'acquérir une compagne. Il découvrit un nouvel univers sonore. Le bien le plus précieux d'Edgar n'était ni de l'argent ni des souvenirs. C'était une collection de vinyles de plus de 300 disques. Cette collection a fait découvrir à André un nouveau rythme, un langage musical inédit et une facette totalement différente de la musique. Jusque-là, André avait grandi bercé par les grands noms de la musique classique Bach, Beethoven et Bruckner. Mais les disques d'Edgar l'ont introduit dans l'univers de l'opérette. Des mélodies des années 1920 et bien sûr des Beatles et des Rolling Stones. Pour quelqu'un élevé dans un foyer musical très formel, c'était comme découvrir la couleur pour la première fois. André n'écoutait pas seulement, il s'imprégnait de la musique. Cette collection de disques est devenue le socle des premiers concerts du MRI Salon Orchestra. Elle a façonné le répertoire, l'ambiance et même l'image de marque L'Énergie, ce mélange de joie et de nostalgie. Tout cela découlait des goûts d'Edgar et de l'influence précoce de Marjorie. L'impact d'Edgar n'était pas technique mais émotionnel. Il a appris à André à se connecter à l'âme qui se cache derrière la musique. Et des décennies plus tard, cette influence se manifeste encore concrètement, à presque chaque concert. André interprète une version de Hava Nagila, l'œuvre emblématique de klezmer. Son interprétation de 2010 est l'une des vidéos de musique classique les plus visionnées en ligne, avec plus de 14 millions de vues sur YouTube. Ce n'est pas un hasard. C'est un hommage à Edgar, à l'histoire, à la résilience de ceux qui ont su reconstruire après avoir tout perdu. André porte encore ce fardeau avec fierté. Lorsqu'il se produit en Israël, l'enthousiasme est palpable. Les drapeaux flottent, la foule exulte et il répond avec des chansons locales comme Jerusalem of Gold, intégrant chaque culture à sa tournée mondiale. Il joue à Tel Aviv depuis 2018 et chaque concert a des allures de retrouvailles. En coulisses, l'histoire d'Edgar continue de le guider. André connaît les origines de sa famille. Il sait à quel point tout a failli s'arrêter avant même de commencer. Et c'est précisément pour cela qu'il célèbre la vie en musique. Le message est simple, continuez de danser. Continuez de rêver. Il n'a jamais baissé les bras. Même pendant le confinement, alors que les scènes étaient vides et les concerts annulés, André est resté actif. Il a préparé des gâteaux pour son quartier. Il a compilé des extraits de ses anciens concerts pour créer un concert virtuel exceptionnel Magical Mastery, diffusé en streaming du 19 décembre au 3 janvier. Cet événement a permis aux fans du monde entier de ressentir l'émotion, l'énergie et la nostalgie depuis chez eux. Il n'a pas ralenti la cadence. Au contraire, il a redoublé d'efforts. En 2025, il fêtera ses 75 ans avec un événement cinématographique mondial, The Dream Continues. Bien plus qu'une simple compilation de ses plus grands succès, c'est une invitation au cœur d'une légende. De New York à Vienne, de Bahreïn à Sydney. André nous emmène dans un voyage à travers ses performances préférées à travers le monde. Parmi les moments forts, une version magistrale du thème musical du Fantôme de l'Opéra. Un autre, un duo émouvant avec son frère Robert, où ils interprètent Pisou et se remémorent des souvenirs d'enfance dans Maastricht. Entre les morceaux, André se livre partageant anecdotes, souvenirs et leçons d'une vie bâtie sur la passion et la persévérance. Et puis, il y a Emma. Depuis 2024, elle parcourt le monde avec André et l'orchestre Johann Strauss. Elle s'est produite au Mexique, au Chili, à Bahreïn, en Colombie et bien d'autres pays. Sa présence sur scène est significative. L'histoire d'André continue de s'écrire. Il n'a pas l'intention de ralentir la cadence. Il intègre de nouvelles voix, de nouveaux talents et perpétue la tradition par la collaboration.
Quand on y pense, quand on réalise l'ampleur du parcours, comment un garçon issu d'un milieu modeste armé d'un violon d'occasion est devenu l'un des artistes classiques les plus vendus au monde. On comprend mieux l'histoire. Un homme élevé dans la rigueur de la tradition. Un jeune couple qui peine à boucler ses concerts et à payer les maisons de retraite. Un rêve nourri par les vinyles et la survie en temps de guerre. Une carrière qui a traversé les continents, les générations et les genres. Tout cela grâce à cette influence discrète, celle qui n'a jamais recherché la lumière des projecteurs, mais qui a toujours veillé à ce qu'elle brille. Edgar Cohen a contribué à façonner l'âme de la musique et Marjorie l'a perpétuée, insufflant l'héritage de son père dans chaque décision, chaque arrangement, chaque tournée. Alors, quand Marjorie se retire aujourd'hui disant adieu aux projecteurs, aux tournées, aux longues nuits en coulisses, ce n'est pas parce qu'elle a terminé. C'est parce qu'elle a accompli sa mission. Le monde connaît André, mais c'est elle qui a posé les fondations. Elle a porté le rêve depuis ses balbutiements, et maintenant, tandis qu'André joue à guichette fermée à Sydney-Vienne et Tel Aviv. Marjorie observe en silence consciente que chaque note porte leur histoire. De Berlin ravagée par la guerre au stade comble des 5 continents, ce parcours n'a pas commencé par la gloire. Il a commencé par l'amour, les disques, la résilience et un soutien indéfectible. Toujours désintéressé. Alors, quelle sera la prochaine étape pour cette musique? C'est la question ultime. Et maintenant qu'André a fêté ses 75 ans, qu'Emma gravit les échelons et que l'orchestre continue de tourner dans le monde entier, la réponse est simple, la valse continue.